Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider. Alors c'est une séance calme aujourd'hui sur les marchés financiers parce que c'est le jour de la présidence aux États-Unis. Alors je ne sais pas exactement, ça doit être en rapport avec le premier président des États-Unis, George Washington. En tout cas, c'est un jour férié aux États-Unis qui est dédié au président donc, des États-Unis. Le volume est faible sur les marchés financiers. Je jetais un œil au volume sur les marchés actions européens, notamment sur l'indice CAC 40. On ne dépassera pas les 2,5 milliards d'euros aujourd'hui négociés à la clôture, alors qu'on était davantage sur une moyenne proche des 4,5 à 5 milliards. Sur le marché d'échange, les mouvements sont aussi peu volatiles, alors lorsqu'on considère l'amplitude réalisée par les prix. Donc c'est une séance assez calme, cependant il y a quand même de l'actualité fondamentale. Alors je vais vous proposer une introduction, vous faire un bref point des éléments qui comptent, et puis comme d'habitude, le tour d'horizon des graphiques intraday en données 4 heures. Y a-t-il des opportunités? Peut-on profiter de cette faible volatilité pour exploiter des niveaux techniques? Eh bien, on va essayer de répondre à cette question. Alors, tout d'abord, la nuit, enfin les marchés financiers ont commencé en Asie la nuit dernière. On a notamment eu les chiffres de la croissance économique au Japon au quatrième trimestre, donc un taux de croissance positif, bon, inférieur au consensus, mais cependant un taux de croissance positif. En tout cas, le Japon évite la récession. Quel a été l'impact sur le yen? Ça n'a pas été majeur, il s'est légèrement renforcé. On verra que USD Yen teste toujours un niveau de support, mais il n'y a pas non plus là une grande volatilité. Quant au Nikkei, il teste toujours ses sommets de l'année 2007. Aujourd'hui, reprise des négociations au sein de l'Eurogroupe, alors entre la Grèce et le reste de l'Union européenne. Négociations reprennent à Bruxelles après avoir échoué, ou en tout cas n'abouti à aucun accord jeudi dernier. On constate aujourd'hui sur le marché action, en dépit de la faiblesse des volumes, un positionnement sur le secteur bancaire. Alors c'est global à toute l'Europe, je jetais un œil à la plupart des indices boursiers. Les titres comme, alors on a vu BNP et SG se comportent plutôt bien dans le CAC 40, mais ça concerne aussi d'autres indices. Bref, bon, les indices sont globalement flat, complètement plats, mais en tout cas voilà, aujourd'hui le marché se positionne légèrement sur ce secteur qui avait complètement échappé à la hausse en janvier. C'était clairement celui sur lequel personne ne s'était positionné. C'est donc jour de la présidence aux États-Unis, faible volume, pas de publication de résultats d'entreprises américaines donc aujourd'hui. Alors voici un premier bilan qu'on peut faire selon les données fournies par Bloomberg. 391 entreprises ont publié leurs résultats. Donc ça c'était vendredi à la clôture de Wall Street. 286 ont battu le consensus. 96 sont ressortis moins bien qu'attendu. Bon, globalement, ces résultats permettent au marché actions US de rester à proximité de leur sommet historique. Par contre, si vous avez suivi notre stratégie sur le compartiment technologique et notamment sur le Nasdaq 100 que nous vous avons proposé en milieu de semaine dernière, eh bien c'est un indice qui a dépassé ses sommets de l'année 2014. Donc finalement c'est la conséquence technique que je retiendrai pour l'instant de cette saison des publications de résultats, c'est le Nasdaq qui comme d'habitude est plus performant que les indices Dow Jones ou SP500. Bon, on a notamment pu prendre connaissance, rappelez-vous, des résultats exceptionnels d'Apple, qui fait partie du top 5 d'ailleurs du Nasdaq et du top 5 du calcul donc de l'indice Nasdaq 100. Donc aujourd'hui, à partir donc de cet après-midi, l'Eurogroupe se réunit à nouveau à Bruxelles et puis au fur et à mesure que des informations filtreront, cela pourra avoir un impact sur les actions européennes ou encore le taux de change de l'euro-dollar. Voilà pour l'introduction, il n'y a rien de spécial à dire. Pour le reste de la semaine, vous prenez connaissance du calendrier économique. Il y a quand même un certain nombre de choses à surveiller. Maintenant, je vous propose un tour d'horizon des graphiques intraday en données 4 heures. Je ne vais pas forcément passer en vue les 30 actifs comme j'ai l'habitude de faire. Je vais me concentrer sur ce qui me plaît là. Et puis je vais surtout répondre donc à vos questions. Alors en vrac, je commence par les matières premières, une fois n'est pas coutume, puis le marché d'échange, puis les indices boursiers. Les indices boursiers pour la fin, pourquoi? Parce que là c'est quand même clairement calme aujourd'hui. Alors, l'argent métal. Bon, alors, l'argent, j'étais avec vous vendredi après-midi dans l'émission Wall Street Insider et je ne sais pas pourquoi, on a eu vendredi après-midi un beau chandelier ici sur les cours de l'argent. Et je me pose toujours cette question parce qu'on voit que l'or teste plutôt une résistance qu'il ne parvient pas à franchir, mais l'argent a donné un signal ici que je trouvais plutôt sympathique vendredi. J'avais pas eu le temps d'écrire quelque chose, alors j'ai fait un bref article ce matin sur notre site où je me demande finalement si on n'a pas donné un signal positif qui permet d'envisager un retour en direction des 17,70 dollars. Alors pour le moment, le marché se contente d'un flat, pas s'attendre à davantage aujourd'hui. Mais les cours sont en train de former un support
que je qualifierais d'intermédiaire à 17,24 $. Alors la cassure elle a eu lieu ici, lorsque les cours ont débordé les 17,039, bon 17,04, bon 17 $, concrètement. C'était cette ligne de tendance qui couvrait les cours depuis le 25 janvier. Et voilà, sur le court terme, on tient ce support. Donc moi j'ai envie de considérer que ce niveau intermédiaire à 17,24 $, eh bien c'est pas mal pour une stratégie positive. L'idée c'est quoi? C'est que c'est un niveau de support, certes intermédiaire, alors cela signifie que dans le cadre d'une stratégie de trading, on s'y expose mais de manière résiduelle, en termes de volume, et avec un stop qu'on peut envisager sous 17,14. Alors vous avez tout à l'heure lu l'avertissement légal, n'oubliez pas qu'ici, à travers mes mots et à travers ce que vous visualisez, ne se trouve aucun conseil d'investissement, et que cette présentation est réalisée à titre purement indicatif. En clair, toutes les décisions de trading et leurs conséquences sont de votre propre ressort, avec bien sûr l'esprit critique que vous gardez vis-à-vis des analyses ou commentaires de marché auxquels vous pouvez assister. Voilà en tout cas pour l'argent métal. Je trouve pas mal ce que fait ce métal précieux depuis le 13 février. J'aimerais voir une nouvelle impulsion. Pour le moment, elle ne vient pas, donc nous verrons bien. Mais voilà, on a un niveau de support intermédiaire ici sur les 17,24 $. Alors ensuite, du côté des matières premières, j'avais proposé hier un article la semaine dernière mettant en évidence les cassures haussières sur le ratio Brent-WTI qui m'ont amené à proposer deux choses. D'une part, à privilégier le Brent pour des stratégies de rebond technique, et d'autre part, à envisager que le Brent soit précurseur du WTI. C'est toujours un peu comme ça que moi j'ai utilisé les ratios. Et étant donné que le Brent avait donné un signal positif, d'une part, en s'approchant, ne faisant que s'approcher de cette MM20. Alors moi ce qui me plaît dans le processus de changement de tendance sur le pétrole, et que je ne retrouve pas encore sur l'euro-dollar, mais ça peut venir, c'est ce qui s'est passé sur cette fameuse moyenne mobile à 20 jours qui a été très propre sur les cours du Brent. Vous avez ici un graphique en données 4 heures, mais c'est ici l'indicateur de tendance qui porte sur l'horizon de temps journalier, parce que vous avez la possibilité de modifier la périodicité des indicateurs de tendance, peu importe l'horizon de temps que vous avez choisi ici sur la plateforme graphique MarketScope. Moi ce qui me plaisait, c'est le fait que d'une part on ait réalisé une cassure haussière de l'indicateur de tendance, et que dans un second temps la pente de l'indicateur ait changé. Alors là ça fait vraiment cas d'école, du passage d'une phase de baisse à une phase de hausse. Ce qui me plaisait sur le Brent, c'est que nous avons eu jeudi un signal, ici lorsque les cours ont cassé les 59,58. Pas étonnant du fait que le Brent surperforme le WTI, mais ce qui m'amène finalement à penser que tôt ou tard, le WTI pourrait faire la même chose. Sur le Brent, je vise toujours 63,65, qui est le prochain niveau de résistance horizontale, et je pense que désormais nous avons un support ici à 59,58. Je vous ai dit que je commençais donc par les matières premières. Ce qui m'invite à penser que le WTI va bientôt réaliser une cassure haussière des 53,94, en partant du principe que d'une part, il sous-performe le Brent, mais il suit malgré tout la même dynamique, et j'aurais tendance à voir le premier comme étant en avance sur le second. Sur le plan chartiste, finalement, j'aime bien ce qu'on fait, parce qu'on a fait une jambe de hausse ici entre 43 et 53, et je pense qu'on construit une espèce de triangle ascendant ici, en données H4. Donc, moi ça me plaît. Je trouve ça plutôt pas mal, et j'aurais tendance à penser que nous avons déjà eu deux tests de cette fameuse MM20 jours, ici représentée sur ce graphique en données 4 heures. Je ne suis pas certain que le marché offre un troisième test, et sur le court terme j'aurais même tendance à dire qu'on forme en fait un petit support à 52 $, que nous pourrions avoir une compression entre 52 et 53,94 avant une hausse vers 58. Bon, en clair, cette semaine, je pense que le WTI peut rejoindre 58, que 52 est un niveau qui peut être utilisé pour une stratégie de court terme, mais étant donné que j'ai une préférence pour le Brent parmi ces deux contrats, puisque je pense que celui-ci est en avance sur le WTI, finalement si un niveau devait m'intéresser, ce serait davantage les 59,58 ici sur les cours du Brent comme support pour une stratégie positive et pour viser 63,65. Pour les cours du gaz naturel, vous avez un article sur notre site. Pour les cours du cuivre, je vous ai proposé une stratégie d'achat la semaine dernière sur notre site au-dessus du support à 2,53 $, en faisant l'hypothèse d'une structure intraday en épaule, tête-épaule inversée,
avec une ligne de coup à 2,63. Alors la première étape de ma stratégie s'est réalisée puisque les cours ont rebondi sur 2,52 et sont justement allés chercher les 2,63. J'ai le sentiment que les matières premières industrielles rebondissent en février et que nous n'avons fait que la moitié du rebond. Donc si on peut viser 63 sur les cours du Brent, 58 sur les cours du WTI, je ne serais pas surpris que le cours du cuivre finisse par briser à la hausse les 2,63 et soit en mesure de rejoindre les 2,80. Alors, comment est-ce qu'on peut exploiter ici ce que fait le cuivre, sachant que vous bénéficiez depuis la semaine dernière d'un nouveau CFD, je crois. Alors à vérifier d'ailleurs, la question ne se pose même pas. Vous devez vous rendre dans la section du forum en question. Non, c'était sur le Yucca Oil, pardon, autant pour moi, que nous avions un nouveau contrat depuis la semaine dernière. Donc sur le cuivre, moi je pense que sur le court terme, on a formé un petit support ici, à 2,58,7. Mon sentiment c'est que ça peut tenir, finalement. Je suis vraiment pas certain que le marché redonne la possibilité de se repositionner sur les 2,53,2. C'était propre ce niveau de support à 2,53,2. C'est bien possible qu'on soit en train de faire un espèce de petit drapeau intraday pour s'essayer à une cassure haussière des 2,63. En clair, nous avons déjà eu une première quinzaine de février favorable aux matières premières industrielles et un mois de janvier qui était aussi favorable aux métaux précieux. Je pense que la prochaine quinzaine peut confirmer ce que nous avons déjà vécu sur le WTI, le Brent, le cuivre ou encore les cours ici du gaz naturel pour lequel vous avez un article sur notre site. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur les métaux précieux. Retenez que il y a peut-être un support sympathique sur l'argent à 17,24, probablement un support formé à 2,58 sur les cuivres et une possibilité d'accélérer au-dessus des 2,63. Et quant au pétrole, je pense que le Brent est en avance sur le WTI, que le WTI finira par casser lui aussi les 53,94 pour rejoindre les 58. Quant au Brent, 59,60 et je pense un bon support pour une stratégie positive. Voilà donc pour les matières premières. Elles ont toutes été évoquées. Alors maintenant sur le Forex. A nouveau ici notre indice Dow Jones FXM Dollar Index. La semaine dernière a été une semaine baissière pour le dollar US en lien avec des statistiques qui avaient été décevantes à la fois du côté des ventes au détail ou encore de la confiance du consommateur. Finalement, le dollar US est plutôt dans un range depuis la fin du mois de janvier, donc il est encore sous pression et je pense que cette semaine on peut rejoindre la partie basse du range à 11 750. Alors pour le moment, voilà, c'est un niveau qui tient, mais voilà, je pense que c'est globalement encore une devise qui est sous pression à court terme, notamment face aux devises européennes. Alors justement, j'en viens au cours de l'eurodoll. On a eu la semaine dernière un signal positif, la cassure de la MM20. On forme un support à 1,1380. On est probablement en train de faire un espèce de range avant d'aller chercher les 1,15. Moi, ce qui me plaît sur l'euro-dollar, c'est que j'aimerais voir en fait quelque chose d'assez proche sur le pétrole. C'est-à-dire qu'on a brisé à la hausse MM20. Ce qui me plaît, c'est que la pente de l'indicateur de tendance commence à s'aplatir. C'est la première étape. Je vais superposer. Il n'y a vraiment rien à voir. Il n'y a pas de lien entre ces deux marchés, mais c'est juste une comparaison graphique. Regardez sur le Yucca Oil, on avait brisé la MM, elle s'est aplatie. Alors l'aplatissement, ça a duré 3-4 séances. Et puis, l'indicateur de tendance a changé de pente. C'est devenu haussier, tout simplement. Sur l'eurodoll, la cassure d'indicateur, on l'a fait le 12 février. Par contre, ça prend un peu plus de temps pour aplatir cet indicateur. Il faudrait qu'on se maintienne, je pense, encore au moins 48 heures au-dessus des 1,1380 pour espérer un début d'aplatissement, ce qui serait quelque chose de pas mal. Mais au fond, tant que le marché tient les 1,1380, eh bien on peut envisager une hausse en direction des 1,1480, des 1,15 et voire même des 1,1533 $ cette semaine. J'avais la semaine dernière une préférence sur le GBP depuis le rebond sur 1,52. Alors là, pour le coup, la MM20, elle a pris une pente ascendante. Vous voyez, la MM20 jours. J'aime bien, finalement, je pense que le GBP USD, il a formé un support entre 1,5320 et 1,5350. Je pense que le son l'image fonctionne normalement, sinon quelqu'un me l'aurait dit, parce que là je vérifie juste parce que j'ai vraiment un doute. Et oui, ça fonctionne normalement, impeccable. J'ai juste eu un doute. Donc moi sur le câble ça me plaît, ce qu'on est en train de faire entre 1,5320 et 1,5350.
On a peut-être déjà un tout premier support à 1,5350 qui peut être sympathique à exploiter. Bon, faut pas se presser sur le GBP, d'autant plus qu'aujourd'hui le GBP il est un peu sous pression. D'ailleurs, regardez ce que fait l'euro GBP, il tient les 0,74. Bon, il fait pas grand chose non plus. Voilà, il malmène un peu les 0,74. Globalement, c'est flat, c'est un espèce de truc qui ressemble à pas grand chose, mais depuis le 9 février, on va de part et d'autre des 0,74. Bon, en tout cas, je pense que cette semaine, il y a du potentiel encore sur les matières premières industrielles. Il y a probablement une autre jambe de hausse à mettre sur GBP, USD et Eurodoll. Et ça, voilà, c'est quelque chose qu'on peut attendre. Alors, bien sûr, si nous avions de très mauvaises nouvelles en provenance de l'Eurogroupe, à savoir un blocage complet des négociations, l'euro serait sous pression. À un moment ou à un autre, ce scénario d'analyse technique sur l'euro-dollar, il est quand même conditionné par le fait que l'Eurogroupe puisse permettre d'atteindre quelque chose de viable. Mais lorsque je regarde le secteur bancaire, j'ai l'impression que le marché anticipe quelque chose de correct. Bon, aujourd'hui, voilà, je constate comme vous, hein, j'ai pas de plus d'informations que vous, mais ça paye du BNP, ça paye du SG, bon, ça se positionne. Hein. Ça se positionne sur un secteur qui n'a pas du tout profité de la hausse en janvier, qui n'a pas du tout profité du quantitative easing annoncé, non commencé mais annoncé. On verra. L'USD Yen, alors le Yen s'est renforcé depuis vendredi dernier. Il a eu tendance à se renforcer un petit peu la nuit dernière parce que le Japon a enregistré une croissance économique positive au quatrième trimestre, en retrait du consensus, mais positive. Donc voilà, c'était pas ridicule. Hein. Le PIB japonais a été en hausse. Donc le pays est sorti de la récession, même si les chiffres ont été inférieurs au consensus. Le marché attendait 3,7, on a eu plus de 2, mais on a quand même eu plus de 2. C'est pas ridicule. L'USD Yen il se stabilise sur 118,30. C'est un support. Je sais pas trop quoi en penser, mais c'est un support. Donc pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que cette semaine, il faut davantage se concentrer sur les devises européennes face au dollar US. D'ailleurs, je vais vous montrer le Nikkei, mais je vais vous le montrer en données journalières pour changer. Le Nikkei il teste ses semaines l'année 2007. Moi clairement je pense que cette année le Nikkei franchira ses semaines l'année 2007, il n'y a pas de raison. Pour tout un tas de raisons. Mais est-ce qu'on va les franchir tout de suite? J'en sais rien. Je suis pas certain. Alors je vais vous montrer un graphique en données journalières du Nikkei 225. Vous allez voir hein, ce que ça donne. Alors, voilà. Moi le Nikkei, c'était comme le Nasdaq 100. Je me rappelle écrit un article mi-janvier en disant Nasdaq 100 stratégie d'achat sur 4080 et Nikkei sur 16500. On a fait des belles progressions. Le Nasdaq a dépassé ses sommets de l'année 2014. Je pense que le Nikkei fera pareil. Mais est-ce qu'il va le faire tout de suite? Aucune idée. Je regardais depuis le début de l'année, l'USD Yen, enfin depuis, pas depuis le début de l'année, depuis le 15 octobre, le Nikkei a pris 20%, l'USD Yen 10%. Bon, ça permet peut-être un peu de voir l'élasticité de l'un avec l'autre. En tout cas, bon, l'USD Yen pour l'instant est sur un support, si ça devait tenir. Voici ici le Nikkei. Donc il y a plusieurs choses sur ce graphique. D'une part, j'ai travaillé ce mouvement ici au point bas de la conso avec des extensions. Et ce qui est pas mal, c'est que les sommets de l'année 2007 correspondent à l'extension de 0,50. C'est-à-dire que vous prenez la moitié de cette jambe de hausse et vous reportez la moitié au 16 433. Ça fait 18 303. Donc en fait, les 18 300 points, en plus d'être les sommets de l'année 2007, sont un niveau de Fibo important. Donc là, sur le court terme, le Nikkei il est plutôt sous résistance. Hein, ça c'est certain. Ai-je pour autant envie de le vendre? Je pense qu'il faut mieux éviter, il faut mieux se méfier. En tout cas, c'est un seuil à surveiller. Et je pense que cette année, on pourrait à un moment ou à un autre avoir une cassure haussière. Et le jour où cela interviendra, 18 300 sera à ce moment-là un beau support pour se positionner sur pullback. Donc voilà, c'était juste pour vous rappeler sur le marché action japonais l'importance de ces 18 300. Pour les graphiques en données journalières, en fait, j'avais rien d'autre à vous montrer. Je vais retourner sur les graphiques intraday en données 4 heures. On a encore du boulot. On va regarder les paires de devises majeures et puis les autres. Les indices boursiers aussi peut-être. Sachant que bon, les matières premières, je les ai déjà bien couvertes tout à l'heure.
Alors, ça se recharge. Je vous rappelle que cette disposition graphique intraday en données 4 heures, exactement comme là vous l'avez sous les yeux, elle est sur notre forum. Je l'ai mise ce matin dans la section disposition graphique des analystes. C'est pas compliqué, elle s'appelle horaire 16-02-2015 comme disposition intraday horaire en date du 16 février. Donc voilà, ça normalement c'est quelque chose que vous êtes à même de comprendre. Voilà pour l'eurodoll, voilà pour le GBP, l'argent, le cuivre, l'or, les pétroles, etc., etc. La UD-USD, je vais vous dire exactement la même chose que je vous ai dit sur l'eurodoll et le GBP-USD vendredi. L'eurodoll au-dessus des 1,1380, je privilégie une nouvelle jambe de hausse. Le GBP-USD au-dessus des 1,53, 1,5320, je privilégie une nouvelle jambe de hausse. Et la UD-USD au-dessus des 0,7722, j'ai le sentiment que nous pourrions aller chercher 0,7850 cette semaine. Mais là, c'est plus un range en fait. Sur la UD-USD, entre 0,7625 et 0,7850. Bon, je ne serais pas surpris qu'on aille chercher 0,7850, mais voilà, il y a probablement mieux à faire du côté des paires en dollars. L'USD CAD, on est toujours dans un range. L'USD CAD me dérangeait vendredi dernier parce que même si on a tenu cette ligne de tendance, vous voyez que la MM20 finalement l'a pas joué. Pourquoi? Parce que c'est la partie CAD qui a tendance à se renforcer depuis le début du mois de février. Alors sur l'USD 4 ça se traduit uniquement par un range, et étant donné que je pense que les cours du pétrole peuvent encore mettre une jambe de hausse, je vous ai donné des targets pour la semaine. Je pense qu'on peut faire un 63 WTI de tête et un 58 Brent. Voilà, je pense que l'USD 4 par contre est dans un range, et c'est vrai qu'au fond on a tenu cette ligne de tendance. Alors pourquoi pas l'exploiter, et pourquoi pas considérer qu'on a formé un support à 1,2420. Mais voilà, j'aurais tendance à la mettre un peu de côté cette semaine, cette paire de devises. Mais bon, pourquoi pas considérer qu'à 1,2420 il y a un niveau de support, mais il y a probablement mieux à faire. Voilà donc pour les paires majeures. Le NZD-USD, j'ai pas grand chose à vous dire dessus, si ce n'est que on avait donné la semaine dernière un signal qui était pas mal. On est sorti par le haut de ce range. Alors qu'est-ce qu'on peut viser? On est probablement parti pour faire un pullback à 0,76. Bon, maintenant voilà, il faut pas non plus. Alors attendez, qu'est-ce qu'on peut viser? Oui, ah bah c'est propre en plus en Fibo. Voilà. Donc on a un nouveau support à 0,7490, qui c'est le 0,618. C'est pas mal, c'est ce niveau de chartiste. Voilà, au-dessus des 0,7490, pourquoi pas aller chercher 0,7595. Là par contre, les 0,7595, ce sera une solide résistance. Le CAC 40, j'ai proposé ce matin un article expliquant que c'était pas compliqué, une séance de consolidation. J'avais mis en avant vendredi le fait que les 4770 sont une extension de Fibo. Il y a toujours deux possibilités quand on consolide sur les actions européennes. Soit on fait un flat, soit on fait un pullback sur support. Le pullback, ça aurait été de revenir tester 4700. La MM20 passe à 4610. Et le marché, il fait un flat sous les 4770. Alors aujourd'hui, il n'y a honnêtement pas de réponse. Voilà, on fait honnêtement, jeter un œil au chandelier daily du CAC. Le CAC 40K, c'est rien, c'est une nano-toupie. Il se passe rien, quoi. Et je pense qu'il ne se passera rien d'autre. Donc tant qu'on se maintient sous ces 4770, on peut toujours envisager de revenir tester, et de toute façon à un moment ou à un autre ce serait sain pour le mouvement, de revenir tester les 4700. On a fait la cassure haussière jeudi. Lorsqu'on fait une cassure haussière, l'idée c'est de revenir tester le niveau. J'ai concrètement la même vue sur le DAX, sauf qu'attention, le DAX n'a pas réussi à sortir par le haut d'un range. Je pense que le DAX il peut revenir peut-être chercher ce support à 10 815. Bon, honnêtement aujourd'hui il n'y a rien à faire sur ces marchés actions européens. Par contre, bon, le Nasdaq lui aujourd'hui c'est le jour de la présidence aussi aux États-Unis, mais voilà, je vous rappelle que vous avez un nouveau support à exploiter qui est le niveau des 4346. 4346 sur le Nasdaq. Si on fait un pullback, c'est stratégie d'achat sans hésitation aucune. Le MIB, c'est pareil, il y a un nouveau support à 21 050 points. Ça peut être aussi une stratégie d'achat sur support. Et enfin voilà quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à dire. Le Bund,
j'ai toujours le même chart que vendredi, c'est-à-dire que je pense qu'on est sorti par le haut d'un espèce de flag. On fait un espèce de range. Je surveille ici une ligne de tendance. J'aurais tendance à croire que le marché peut dériver à plat avant de mettre une nouvelle impulsion. Tôt ou tard, nous aurons de toute façon une cassure haussière des 159,50 pour aller plus haut. D'ailleurs, sur notre site internet, j'ai pris le temps de vous écrire un article Zone Euro, les fondations de l'accélération de la croissance économique au sein de la zone euro, en revenant justement sur un certain nombre de choses susceptibles de vous intéresser. Donc je vous donne le lien vers cet article, si ça vous intéresse. Voilà, donc pour le lire, voilà, hop. Voilà, vous en avez le lien, je vous invite donc à le parcourir. Alors maintenant, en vrac, des paires de devises, j'en suis plein, hein. Regardez, de l'AUD CAD à l'USD CAD, j'en suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il y a cette possibilité que je les passe tout en revue, mais aujourd'hui je préfère me concentrer sur vos questions et me concentrer sur finalement des paires majeures, vu la faiblesse du volume aujourd'hui sur le marché. Je laisse l'euro-dollar, je laisse ici les cours de l'argent métal, avec donc un niveau intermédiaire, hein, un support qui se forme ici à 17,24, et je laisse le GBP. Et je me tourne vers vos questions-réponses. Alors, un mot sur le... Ah oui, et ben voilà, excellente question, Jack Vince, un mot sur le GBP AUD. Que penser du GBP AUD? Eh bien, c'est justement une question que je me pose. Voilà où on est, voilà où est-ce qu'il en est. Le GBP AUD, il est en train de... Je me pose la question, est-ce qu'il est sur support ou pas? Bon, c'est bullish hein, sur le long terme. Je vais simplement vous montrer ici un chart daily. C'est notamment bullish depuis que le marché a cassé ici les sommets de l'année 2014 à 1,92. Et on a un nouveau support ici, hein, c'est ce niveau ici des 1,9670. 1,9670, c'est un gros support et c'est un ancien niveau horizontal ici qui remonte au printemps 2009. Alors maintenant on va zoomer. La question que je me pose, c'est est-ce que le marché va tenir cette ligne de tendance ou est-ce que l'on peut mécher jusqu'à 1,9670. Alors je vais rebasculer ici en données 4 heures. J'ai quand même le sentiment que le RSI H4 il est sur un support. En partant du principe qu'on est dans un marché bullish, l'indicateur de momentum il évolue ici entre 50 et 75. Donc déjà là ça fait plutôt support. On retrouve donc ici cette ligne de tendance principale. Et le marché est en train de la tester, mais voilà les fameux 1,9670. Alors, est-ce que le marché tient cette ligne de tendance et réagit au niveau actuel des cours, ou va chercher 1,9670? Je n'ai pas la réponse. Et la réponse, j'aimerais bien la voir, et elle viendra lorsque les cours vont réussir. On est couvert maintenant par cette ligne de tendance, ici, hein, voilà. Hein. Clairement, j'aimerais voir le marché s'affranchir de cette ligne de tendance. Mais j'aurais tendance à commencer clairement à m'intéresser à cette zone de support, bien sûr, en nombre de pips, c'est assez vaste, puisque ça fait une zone de support de 100 pips. Alors, lorsqu'on n'a pas la réponse, comment fait-on? On modère son exposition, en partant du principe que cette ligne de tendance peut permettre au cours de réagir, mais en ayant en tête que le niveau horizontal de poids c'est 1,9670, c'est une position faible en termes d'exposition monétaire qui peut être ouverte ici par exemple. Je sais pas moi, je dis une bêtise, mais n'oubliez pas, il n'y a pas de conseil d'investissement ici, mais un mini lot, ce qui correspond à 10K. Quitte à renforcer la position si le marché devait briser cette ligne de tendance, car là vous auriez la confirmation que c'était le point bas. Et puis si le niveau ne tient pas et qu'on va chercher ce niveau de support majeur, à ce moment-là, en effet, la position ne tient pas, mais on peut s'intéresser à ce niveau majeur là pour cette fois-ci se positionner sur le gros support. Et je n'aimerais par contre pas voir une cassure de ce niveau-là, ce qui invaliderait finalement mon anticipation. Et ça la reporterait. Et je pense que ce serait davantage un signal de faiblesse du côté du GBP. Mais on verra.
pour l'instant, c'est vrai qu'on tient cette ligne de tendance. Aujourd'hui, il n'y a pas une vol excessive sur le marché. Donc voilà, je surveille. Potentiellement, on a un niveau de support. Mais c'est vrai que on a quelque chose de plus convaincant avec sur l'argent métal, avec ces 17,24 pour le moment. Alors le GBP NZD, ça fait un certain temps que je ne l'ai pas suivi, mais je vais y jeter un œil. Alors là, mon graphe n'est plus du tout à jour. On est dans un range. Euh, on est dans un range. J'aurais toujours tendance à croire que on pourra un jour avoir quelque chose de sympathique. Alors quelle est la forme du range? On a fait ici une jambe de hausse. Voilà. J'aurais tendance à voir quelque chose de cette nature-là. Un temps 1, un temps 2, une grande 3. Et j'aurais tendance à dire qu'on est peut-être dans une 4. Alors, je vais juste appliquer ici un ratio, mais globalement c'est assez solide, hein. J'aurais tendance à considérer que il faut s'intéresser à un niveau de support. Les 2,0360 me semble être un niveau de support. 2,0360. 2,0360 pour une stratégie positive, en envisageant en fait que nous serions dans une sorte de structure latérale qui aurait cette forme-là, une espèce de triangle. Bon, hypothèse, hein. Mais voilà, en tout cas, 2,0360 comme niveau de support pour une stratégie positive ici sur le GBP NZD. Alors Jack Vince, bonjour, peut-on traiter la UDNZ? Alors sur la UDNZD, je vais me faciliter la tâche. Je vais tricher un peu, hein. Vous avez sur notre site un article que je vais donc aller rechercher, qui remet un peu en perspective l'évolution justement de cette paire de devises. Donc je vous invite à checker la section Forex, où vous allez donc avoir un article sur cette paire de devises. Mais non, ce n'est pas préjudiciable, hein. Vous pouvez vous intéresser au GBP AUD sans avoir un œil permanent sur la UD NZD, hein. Alors, Alain 41, le Yuka 100 devrait exploser à la hausse. Donc sur le Yuka 100, le signal sera donné lorsque les sommets, la fameuse résistance sera débordée. Et c'est probablement quelque chose qui pourrait intervenir cette année. Alors bonjour Sommer, vous me demandez donc de commenter une de vos positions de marché. Vous êtes long à 1,0356 sur la UDNZD. Alors, vous souhaitez avoir mon commentaire. Alors, c'est une paire de vis qui est sous pression sur le court terme, mais vous avez un article sur notre site qui met en avant une ligne de tendance susceptible d'attraper les... Moi je m'y suis intéressé ici, je cessé de m'y intéresser à 1,0756. C'était le pullback. Ici on avait cette ancienne ligne de tendance, on a pullbacké. Désormais j'ai une vue, je dirais, trop peu limpide pour vous produire une nouvelle vue de marché. Alors Luc, c'est bien probable, ce type de probabilité ici sur le Forex. Après ça dépend à quel type de client vous faites référence. Alors, est-ce que je peux donner mon sentiment sur l'IBEX? Je peux tout à fait donner mon sentiment sur l'IBEX, sachant que c'est vrai que j'avais une préférence sur le MIB au mois de janvier. Je vais par contre aller chercher du côté de mes graphiques journaliers pour vous donner donc mon anticipation sur l'IBEX. Mais globalement c'est bullish, hein, pour cette année, il n'y a pas photo de toute façon. Donc je vais le chercher. Un instant s'il vous plaît. Alors, voilà. Alors justement, voilà, moi ce qui me plaît lorsque j'ai étudié ici mes charts journaliers, j'ai commencé à m'intéresser au MIB à partir du 21 janvier.
21 janvier, le MIB il avait cassé cette ligne de tendance baissière, c'est un signal d'achat propre. Ensuite, il y a eu quand même beaucoup de pullback sur 20 189 pour se placer. Et regardez, j'ai pas touché à mon chart depuis, j'ai toujours ma target ici, donc on y va tranquillement. On a probablement un nouveau support ici à 21 059. Bon voilà, moi je continue de viser de toute façon ici sur le MIB ces niveaux-là. Je pense que l'IBEX va aussi lui probablement être en mesure de rejoindre cette année les 11 242, voire potentiellement de franchir ce niveau. Qu'est-ce que j'en pense sur le court terme? J'ai pas de chart vraiment à jour, mais je me demande si ici nous n'avons pas... Bon, en bref, hein. Bon, je me demande si nous n'avons pas une espèce de ligne de tendance ici que nous aurions franchi en fait, mais bon, je suis moins à l'aise sur ce marché, sur le court terme. Je trouve que d'un point de vue de chartiste, vous comprenez bien que mon graphique n'est pas à jour, donc je vais devoir le bosser. Alors par contre, en effet, le Yuka 100, on est en train de faire une compression là, et si le marché devait réussir à s'affranchir des 16 900, ce serait vraiment pour s'envoler, à l'image de ce que fait peut-être le Nikkei, ici, voilà, hein, sous ces sommets de 2007. Voilà, donc je vais repasser sur mes charts en données horaires. Oui Luc, bah, en effet, hein, ça ce sont des statistiques qui sont connues. Alors voilà, bah écoutez, voilà, donc je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions, donc je vous remercie d'avoir été attentif. Vous avez sur notre site en colonne de gauche un article sur les corrélations Forex. Je vous invite à en prendre connaissance, il est intéressant, d'autant plus que ce soir, ici même à 18 h, vous avez un webinaire sur justement les grandes corrélations à connaître sur le marché d'échange. Voilà, donc merci à toutes et à tous pour votre attention. Demain retour de Wall Street et à partir donc de la fin de journée, nouvelle réunion de l'Eurogroupe avec probablement des informations qui peuvent fuiter ci et là et probablement un réveil des marchés financiers. Voilà, merci à tous et à demain.